Nanaru OVNI, aujourd'hui on va vous parler de films qui méritent le coup d'œil de par leur originalité. Hundreds of Beavers de Mike Cheslick est sorti en 2022. L'histoire, au 19e siècle, Jean Caillac, un vendeur de cidre alcoolique, voit sa vie basculer lorsque des castors détruisent son verger et son commerce. Ruiné et perdu dans un hiver impitoyable, il doit apprendre à survivre dans la nature sauvage. Pour espérer conquérir le cœur de la fille du marchand local, il se lance un défi insensé. Capturer des centaines de castors et devenir le plus grand trappeur de fourrure d'Amérique du Nord. Mais les castors, loin d'être de simples proies, s'organisent, ripostent et transforment la forêt en un terrain de jeu absurde et dangereux. Donc on se trouve avec un film qui a coûté environ 150 000 dollars, à savoir 3 Tesla et peut-être 4 ou 5 fois moins qu'un appartement en région parisienne, j'exagère peut-être. Alors, on se trouve face à un film muet. Alors déjà, je trouve que c'est un peu inclassable vu la date de sortie du film. Et en noir et blanc. Et en noir et blanc. Alors ça, si vous n'êtes pas habitué ni au noir et blanc, ni au muet, faites un effort quand même pour regarder ce film, parce que avec le budget, je trouve que le réalisateur a plutôt bien bossé. Moi, je dirais, si vous n'êtes pas habitué au film en noir et blanc et au muet, c'est une grosse erreur. Voilà, j'attaque direct. Voilà. Donc là, on est dans du slapstick, Greg. Alors j'ai appris le mot en même temps que j'ai vu le film. Donc est-ce que tu peux peut-être... Bon, en fait, c'est du burlesque, c'est-à-dire c'est à peu près ce que vous connaissez plus ou moins de... Bon, le plus connu, c'est Chaplin, dans le burlesque. Ce qui est plus proche de slapstick, c'est plus Buster Keaton, parce qu'en fait, dans l'idée du slapstick, normalement, il y a un peu le côté de cascade et un peu de gag un peu violent physiquement. Et Buster Keaton était un grand cascadeur. Donc, Buster Keaton, pour ceux qui ne savent pas, est un acteur qui était de l'époque de Charlie Chaplin. Et donc voilà, c'est beaucoup de gags visuels qui utilisent pas mal le corps. Et donc en effet, sur ce film-là, on est sur quelque chose qui ressemble un peu à du slapstick, en tout cas qui prend en référence pas mal de choses dans le slapstick. Dans les références, on retrouve également les cartoons, enfin, les anciens cartoons. Et qui dit budget réduit dit ruse. Pour essayer de faire rentrer tout dans le budget, dont les costumes, notamment les castors qui, franchement, je trouve, sont très drôles, rien qu'à les voir. Il y a également aussi toute la partie réalisation. Le réalisateur a réalisé l'ensemble du montage sur un logiciel qui est Adobe After Effects. Pour les effets, oui, il a dû faire ça sur After Effects. Ouais. Bon, en fait, un logiciel que la plupart des gens utilisent. Hein. Donc c'est pas un truc hyper recherché tout. Hein. C'est-à-dire que si lui il l'a fait avec After Effects, vous pouvez le faire à vous avec After Effects. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il a monté avec Adobe Premiere et après il a fait ses effets avec After Effects. Les trois quarts du film sont faits avec des écrans verts, donc il a fait beaucoup d'incrustations. Il a filmé des décors extérieurs, il a filmé les scènes sur écran vert et après il a remis les scènes qu'il avait filmées en incrustation sur les décors naturels. Il a fait beaucoup, le film est beaucoup fait là-dessus en fait. Donc du coup peut-être que le noir et blanc était plus pratique. Je pense que ça cache un peu la misère. En tout cas, ça cache les mauvais raccords de lumière et de couleur, je pense. Ça lui a permis de faire en tout cas un ensemble qui est un peu plus cohérent, je pense. Quelles peuvent être les raisons pour regarder ce film qui, pour moi, est vraiment inclassable? Moi, alors après, moi, je suis un amoureux du burlesque. Donc déjà, je pense que tous ceux qui aiment, que ce soit Chaplin, Buster Keaton, Fatty Arbuckle, enfin, il y en a plein, les Trois Stooges, enfin, plein de choses. Si vous aimez, il faut regarder parce que c'est une vraie référence. Il a fait de vraies références à ces films-là. Pour prendre un exemple, il y a une scène où il se fait courser par une centaine de castors, ce qui est une référence directe au film Seven Chances de Buster Keaton, où il se fait poursuivre par une centaine de mariés. Donc on est vraiment, vraiment sur quelqu'un qui aime le burlesque et qui aime ce type de film. Donc si vous aimez ça, quoi qu'il arrive, peut-être que vous adorerez pas le film, mais en tout cas c'est sympa de voir ce qu'un fan peut faire avec ça en tout cas. Et pareil pour le côté dessin animé, si vous avez encore un peu une âme d'enfant, si vous aimez ce que faisaient les Looney Tunes, c'est-à-dire Bip Bip et le Coyote, Bugs Bunny, tout ça, on se retrouve là-dessus. On est vraiment sur le même type d'humour. Et du coup, c'est sympa de voir ça. Donc, automatiquement, il faut avoir un peu une vision... Il faut être un peu ouvert, on va dire. Si vous aimez juste regarder Fast and Furious, ça va être plus compliqué. C'est quand même intéressant de voir, mais ça va être plus compliqué. Et voilà, de la curiosité, en tout cas, et si vous aimez ce type de choses, c'est intéressant, je trouve. Pas mieux, je sais pas quoi dire. Pas mieux. Oui, si, c'est sûr. Entre les dialogues de Fast and Furious et un film muet, moi je choisis le film muet. Oui, largement. Et du coup, ça peut être aussi sympa si vous avez des enfants.
parce que Oui. justement on se rapproche, même, d'ailleurs je le dis en même temps, tout ce qui est Chaplin, Buster Keaton, c'est intéressant de le montrer aux enfants, parce que les enfants, l'air de rien, sont plus ouverts que les adultes. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas sur le fait que ça soit noir et blanc. En tout cas, quand ils sont assez jeunes, sur le muet, vous leur expliquez, c'est muet, ils s'en foutent. Et donc ils sont un peu plus ouverts, et beaucoup d'enfants apprécient Charlie Chaplin, Buster Keaton et tout, aiment le burlesque, parce que c'est direct, parce que c'est visuel. Et là, c'est pareil, c'est direct, c'est visuel, c'est drôle. Donc avec les enfants, c'est aussi sympa. Testé et approuvé de mon côté avec un enfant de 10 ans, c'est validé. Que dire de plus? Alors peut-être dans les points négatifs. Alors moi, dans le point négatif, ce sera que c'est un peu long. C'est-à-dire que je pense qu'il aurait pu nous faire un court, voire un moyen métrage à la limite, mais là, un long métrage d'1h30, il y a quand même des moments où ça tourne un peu en rond, voire du coup, il y a des petits moments où je m'ennuyais un petit peu, donc ça, c'est dommage. Je pense que c'est le principal point négatif, parce qu'après, tout le reste, c'est un style, hein, et comme on disait, c'est marrant, voilà, c'est référencé et tout, c'est assez drôle. Mais en effet, est-ce que c'était pas un scénario pour un moyen métrage? Peut-être une petite heure, ça aurait été suffisant, je pense. Effectivement, ça tourne un peu en rond à un moment du film. D'ailleurs, comment dire, mise en image en fait dans le scénario, dans l'histoire. Et c'est vrai que ce passage, je l'ai trouvé un petit peu long. On va dire que c'est du comique de répétition, mais qui pour le coup est trop répétitif. Mais hormis ce défaut-là, euh, je souhaitais quand même rendre hommage à l'acteur, donc l'acteur principal dont je vais essayer de ne pas écorcher le nom et qui est Ryland Brixton Cole Hughes, qui je trouve est très bon et on peut dire quand même que le film repose vraiment beaucoup sur lui et, euh, et tout ce qui lui arrive avec ses castors. Je pense que c'est intéressant à voir quand vous aimez le cinéma en général et voir comment on peut se débrouiller quand on est assez inventif. Et donc oui, je reviens sur... il n'y a pas longtemps, on vous a parlé du film Electric State qui a coûté 320 millions de dollars et qui au bout du compte est certainement moins inventif qu'un film comme celui-ci en fait. Et c'est sympa, et je pense que ça peut aussi aider les jeunes réalisateurs et tout qui hésitent, qui attendent un budget énorme pour faire un film, de voir que en se débrouillant un peu, si on se lance, on peut faire des trucs sympas. En tout cas, il faut avoir des idées, quoi. Et eux, ils en ont. C'est plutôt marrant, et voilà. Et je pense que déjà, rien que pour ça, si vous êtes un peu curieux, que vous aimez le cinéma, c'est intéressant à voir. Alors peut-être que comme moi, il y a un moment où vous trouverez ça un petit peu long, mais je pense pas que vous regretterez, parce que voilà, c'est inventif, et dès que c'est inventif, c'est toujours intéressant. Ok, bah dites-nous en commentaire si vous l'avez vu ou si vous avez envie de le voir. Et bah, je propose Greg qu'on passe au film suivant. Ouais. Le film suivant est Ne coupez pas, réalisé par Shinichiro Ueda et sorti en 2017. Une équipe de tournage s'installe dans un entrepôt abandonné pour réaliser un film de zombies en un unique plan séquence sous la direction d'un réalisateur tyrannique. Mais alors que le tournage bat son plein, de véritables zombies semblent surgir, plongeant l'équipe dans un chaos total. Ce qui commence comme un simple film d'horreur fauché se transforme en une expérience aussi hilarante que chaotique, où la frontière entre fiction et réalité s'efface, révélant les coulisses d'un projet fou, les galères du direct et la débrouille d'une équipe prête à tout pour finir son film, coûte que coûte. Donc pour ce film, Shinichiro Ueda avait un budget extrêmement réduit. On était autour de 30 000 dollars. Le réalisateur était connu pour des petites choses, des petits courts-métrages et tout. Et en fait, grâce à ce film, il est devenu connu internationalement parce que le film a très bien, en tout cas par rapport au petit budget qu'il avait, il a plutôt très bien marché à l'international. Grâce principalement déjà aux acteurs, avec en tête Takayuki Hamatsu, que personnellement je trouve très très bien dans le film, qui est un acteur qui a beaucoup joué dans des comédies et qui est un acteur de théâtre à la base, qui a l'habitude de travailler en troupe. Et là on a vraiment, je trouve, un film de troupe, en fait, il y a un côté un peu théâtre dans le film. Et le film a bien marché pour son inventivité. Alors, sur celui-ci particulièrement, on va faire très attention à ce qu'on va vous dire parce qu'en fait, on découvre pas mal de choses au fur et à mesure du film, donc on ne veut pas non plus vous spoiler. Mais pour la première idée, déjà, ce que je vais vous dire, c'est que c'est ce que j'avais dit à Vianney parce que moi, je l'avais vu avant Vianney, c'est que pour mon expérience, quand j'ai vu ce film, les 30 premières minutes ont été assez douloureuses. J'aurais pu personnellement arrêter le film parce que je trouvais ça assez... Justement, je sentais que c'était 30 000 dollars et c'était assez compliqué. Et il faut surtout pas s'arrêter là. Tout le film se comprend après. Donc, même si pendant les 30 premières minutes, vous avez du mal, continuez, et vous allez aimer les 30 premières minutes à la fin du film. C'est un peu bizarre comme ça, mais on peut pas vous dire plus. Et toute l'inventivité du film, justement, a fait que le film a cartonné sur pas mal de petits festivals, et ce genre de choses, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire?
Alors déjà, on peut dire pourquoi il est inclassable. Alors déjà, c'est peut-être le budget d'abord qui fait que voilà, il y a un côté un peu do it yourself qu'on retrouve dans le film. Et peut-être effectivement la première partie qui est douloureuse, autant pour la personne qui visionne que pour les acteurs quand on les voit. Et c'est après, donc après les 37, je crois que c'est un plan séquence de 37 Ouais, minutes. j'avais 30 minutes à peu près, mais c'est Ouais. peut-être 37 minutes. Donc ça peut paraître bizarre hein, qu'on vous dise que pendant 37 minutes ça peut être douloureux et que le film est quand même très très bien, mais c'est ça, faut voir, pour comprendre. Donc, une fois passé les 37 premières minutes, effectivement, on se retrouve dans un film qui n'est pas du tout, qui ne ressemble pas du tout à la première partie. Et au fur et à mesure, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on comprend des choses. Donc, peut-être ce qui fait qu'il est inclassable, c'est peut-être cette structure, on va dire trois parties, dont la première partie qui est un plan séquence qui fait que c'est original. C'est un film qui est un petit peu méta, et le côté inclassable fait justement qu'on ne sait pas trop où ça part en fait. D'ailleurs, au début, on a l'impression de savoir où ça part en se disant bon, j'ai compris et c'est pas foufou, mais en fait, on ne sait pas exactement où ça part. Et on revient sur l'inventivité, hein, comme on avait parlé sur le film précédent. Le vrai intérêt, c'est ça en fait, c'est de ce qu'il a réussi à faire, ce que le réalisateur a réussi à faire avec un budget aussi minime. C'est-à-dire que là, ils ont été extrêmement intelligents et ils ont réussi à utiliser le manque de moyens pour en faire quelque chose de très original et de plutôt très drôle, je trouve, puisque c'est un film d'horreur, mais vous verrez vite que bon, c'est pas du pur horreur. Hein. C'est un film de zombies, mais on sent qu'il y a de l'humour. En même temps, on est un peu perdu. Voilà. Donc le côté inclassable, c'est ça. Le côté inclassable, c'est qu'on ne sait pas où ça va et que c'est avec un petit budget, mais comme c'est fait intelligemment, le petit budget, c'est presque un point fort du film en fait. Rançon du succès, pour un film avec un si petit budget, il est à noter que nous avons bénéficié d'un remake français. Oui, un remake français, alors que j'ai pas vu, que t'as pas vu non plus, je Non crois. plus, non. Non. Alors il faut savoir que moi je suis pas un grand fan des remakes. Quand les films viennent de sortir et qui ont fait un remake, j'aime encore moins ça. Donc je n'ai pas vu. Il est réalisé par Michel Hazanavicius, pardon. Donc pas non plus n'importe qui. Mais voilà, un film de 2017, on fait un remake, pour moi ça n'a aucun intérêt. Donc je n'ai pas vu cette version. Je ne verrai pas, je pense, cette version parce que je n'aime pas voilà, un remake à ce moment-là. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que le remake a été réadapté, en tout cas il a eu son mot à dire, par le réalisateur de l'original. D'accord. Donc ils n'ont pas complètement fait ça de leur côté en oubliant l'original. Voilà, le réalisateur a travaillé sur l'adaptation française. Donc à savoir que l'adaptation française existe, mais je vous conseillerais de regarder la japonaise puisque un film de 2017 qui est très bien et qui a très bien fonctionné, il n'y a aucun intérêt d'aller voir la version française en fait. Ça me rappelle un film dont on a parlé il y a quelque temps, qui est Speak No Evil aussi, qui est un film danois et qui a été réadapté en version américaine, peut-être 1 ou 2 ans après, de mémoire. Donc voilà, c'est un peu dans le même principe. Donc généralement, ça cache quelque chose de suspect. Oui, et puis là, en fait, le fait que Shinichiro Ueda a travaillé sur l'adaptation, on peut se dire, bon, bah, du coup, c'est qu'il y a un vrai lien avec l'original et tout. Après, je suis pas obligatoirement sûr, parce qu'il faut savoir que quand t'as un réalisateur qui fait un film avec 30 000 $ et qu'on arrive derrière pour lui acheter l'adaptation, souvent ils disent oui. Pas obligatoirement parce qu'ils sont d'accord avec le fait qu'il y a un remake, mais parce qu'à un moment ça va financer le prochain film. Donc il y a des deals qui ont été faits comme ça déjà dans le passé, dans l'histoire du cinéma, parce que les réalisateurs ça leur permet d'avoir une porte ouverte sur autre chose. On peut prendre par exemple l'exemple du réalisateur de Obras Los Oros qui avait été contacté par Tom Cruise pour faire un remake de son film qui est devenu Vanilla Sky. Et en fait, il a accepté de vendre ses droits pour Vanilla Sky si Tom Cruise acceptait de produire le film qu'il a fait après, qui s'appelle Les Autres avec Nicole Kidman. Donc il avait fait un deal. Donc c'est pas spécialement qu'il était à fond sur le remake, mais je pense que le deal était intéressant. Et là, il est possible que Shinichiro Ueda ait dit oui aussi parce que voilà, ça se monnaie. Donc le remake est fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à avoir un remake. Donc regardez la version japonaise, elle est très bien. Et ouais, non, elle est très bien. Les acteurs sont très bien en plus, ils sont très très bien. À la différence de ce qu'on peut penser au début où on se dit putain, ils sont pas bons. Mais en fait, ils sont très bien. Et donc, ouais, regardez la version japonaise, qui est très drôle, très, très folle et très intelligente. Dites-nous en commentaire si vous avez vu ce film-là, ou si vous avez vu le remake, ça nous intéresse de voir un peu le retour, parce que le casting du remake est plutôt, a l'air plutôt intéressant. Ah oui, j'ai pas tout en tête, mais en tête, il y a Romain Duris. Bérénice Bejo et Raphaël Quenard, qui est un peu, il y a un peu une hype autour de lui. En général, quand il y a Michel Zanavicius, il y a Bérénice Bejo derrière. Oui, ouais, suspect. Je vois pas ce que tu veux dire.
Ok. Euh, on passe au film suivant. Le prochain film est The Rocky Horror Picture Show, film sorti en 1975 et réalisé par Jim Sherman. Un soir d'orage, Brad et Janet, un couple de jeunes fiancés naïfs, tombent en panne en pleine campagne. Cherchant de l'aide, ils trouvent refuge dans un mystérieux château où se déroule une fête déjantée menée par le charismatique et extravagant Dr. Frankenfurter. Au fil d'une nuit de folie, ils assistent à la création de Rocky, un homme parfait, conçu pour le plaisir et se retrouvent entraînés dans un tourbillon de séduction, de transgression et de rock'n'roll. Entre expériences scientifiques délirantes, sexualité libérée et numéros musicaux cultes, Brad et Janet voient leur innocence voler en éclats dans ce huis clos aussi kitsch qu'irrévérencieux. On est sur aussi un budget qui est plus élevé que les deux films précédents. Parce que en fait, The Rocky Horror Picture Show était à l'origine une comédie musicale qui était jouée au théâtre. Et donc, ce film est une adaptation cinématographique de cette pièce de cette comédie musicale. De mémoire, je crois qu'elle a dû rester à peu près 7 ans. 7 ans à Londres, elle a bien marché. Après, elle est partie à Los Angeles, elle est partie en Australie. Et à partir de là, ils ont commencé à avoir un petit casting à Los Angeles un peu plus américain. Ils ont rencontré du monde et ils ont décidé de partir sur la réalisation du film. Moi, ce que je ressors de ce film-là, c'est Tim Curry, qui est, que je trouve énorme. On est fan de Tim Curry ici. Donc. Ouais. Alors, qu'il soit en porte-jartel ou pas, ou en clown dans un caniveau. Ou en démon. Ou en démon, dans quoi? Dans Légende, simplement. Ah, Légende, ok, Légende, j'ai pas vu. J'ai pas vu Légende. Tim Curry est habitué, alors dans sa carrière, il a fait beaucoup de choses, ou maquillé, ou déguisé, et il a fait aussi une partie où il chantait ou dansait. Il est aussi dans la comédie musicale Annie. Voilà, c'est un acteur de théâtre qui sait faire pas mal de choses, qui sait chanter et danser, et qui aime se transformer. On peut voir son visage vraiment dans Maman j'ai raté l'avion numéro 2, où il est très drôle aussi. Et c'est vrai que nous, on aime beaucoup Tim Curry, et que là, en fait, dans The Rocky Horror Picture Show, il explose, il est énorme, il est plus que charismatique. Ouais, il crève l'écran, et aussi j'ai bien apprécié Susan Sarandon, que je trouve vraiment choupinette dans le film. Après, on est dans une comédie musicale, on est dans une période qui est les années 70, où on était dans une période de libération, autant sexuelle que de fêtes et de choses comme ça, un peu d'insouciance. D'ailleurs, je m'appuie là-dessus juste pour préciser que Jim Sherman, donc, qui réalise le film, jouait au théâtre, entre autres dans des choses comme Air, qui est totalement années 70 hippie, ou avait joué aussi, je crois, dans Jésus-Christ Superstar, donc encore un truc un peu décalé. Donc ils étaient vraiment ancrés dans leur époque, et dans une époque un peu de liberté et ce genre de choses. Et donc là, il y a une vraie liberté dans le scénario, par exemple. Il y a une vraie liberté dans le scénario. Moi, j'ai vraiment... Alors, je suis pas fan des comédies musicales, mais j'ai vraiment accroché à la plupart des chansons, je trouve, qui sont vraiment bien composées, bien interprétées, parce que ce sont les acteurs qui chantent. Ça a été enregistré en studio avant d'être filmé. Sachant que Susan Sarandon avait très très peur parce qu'elle avait jamais chanté auparavant dans des comédies musicales ou autres. Et puis après, le reste du casting est très sympa, et on voit quelques minutes Meatloaf, qui était aussi une star des années 80, je crois. Ouais, 80. Ouais. Une star de la musique, qui, même pour la petite anecdote, alors je crois que c'est 5e, mais je suis pas sûr, mais je crois qu'il est classé 5e dans la plus grosse vente d'albums au monde de l'histoire de la musique. Donc pour ceux qui disent c'est un chanteur qui n'a pas d'un grand intérêt, voilà, je crois qu'il est 5e. En tout cas, il est dans les 10 plus grands, des 10 albums qui ont été le plus vendus au monde dans l'histoire de la musique. Donc c'était pas un petit chanteur, c'était un chanteur d'un groupe de hard rock, on va dire, des années 80. Et puis le reste du casting est sympa. Je trouve qu'il n'y a pas de longueur. Après, en termes de scénario, on est dans la liberté, liberté d'expression, liberté de... On est sur de la série B. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de références. Le film est très référencé, il s'en cache pas. Hein. Donc on a Frankenstein, on a Dr. Jekyll et Mr. Hyde, on a le magicien d'Oz, on a plein de références comme ça, et sur un scénario qui est très fin, mais c'est fait exprès. C'est un peu une excuse pour amener les chansons, pour amener le show, et qui est vraiment dans un trip de on va s'amuser. Et c'est là aussi où, on peut le dire, le film est un peu méta, parce qu'on a par exemple le narrateur
qui s'adresse directement à vous et qui même à certains moments vous explique comment chanter ou comment danser ce que vous voyez à l'écran. Donc voilà, ils ont un peu cassé les différentes barrières, ils s'en fichent un peu, ils ont envie de s'amuser. Et moi non plus, j'aime pas les comédies musicales. Enfin, j'ai du mal avec les comédies musicales, mais j'aime bien quand ils utilisent la musique pour s'amuser ou pour en rigoler, ou voilà, quand ils se prennent pas trop au sérieux. Et là, ils se prennent pas du tout au sérieux. Et du coup, c'est très très fun. C'est un film qui est extrêmement fun. Et d'ailleurs, il faut savoir que le film est toujours diffusé. Ça fait 40 ans plus, un peu plus de 40 ans qu'il est diffusé dans plein de salles dans le monde entier. Il est toujours diffusé sur Paris. Je ne sais plus quel ciné, mais vous pouvez retrouver ça. Et c'est un film où, et alors ce serait bien que par contre ça soit que pour ce film-là, on peut venir, on peut jeter du riz, on peut jeter de l'eau, on peut chanter, on peut se lever, on peut danser. Le film a été tourné comme une grande fête en fait. Et voilà, et c'est toujours en salle maintenant, dans certains petits cinémas dans le monde entier. Oui, alors que le film avait fait un flop commercialement à sa sortie. Oui, parce qu'en fait, à la base, si vous partez sur une critique très sérieuse d'un point de vue cinématographique, artistique, il y a des choses, oui, c'est sûr que le scénario, il est un peu douloureux, qu'il y a plein de choses, mais en fait, c'est fait exprès. C'est vraiment fait comme une fête. En fait, Jim Sherman, c'est pas un cinéaste. Déjà, c'est un gars avec plus de scènes, et il a vraiment fait ça pour s'amuser. Il faisait ça entre deux, trois pièces. C'est vraiment à prendre comme une fête. C'est fait pour chanter, c'est fait pour danser, et c'est fait pour s'amuser. Donc, il n'aurait jamais pu avoir un prix, en tout cas un Oscar, mais en tout cas, il y a du monde qui a accroché, et les gens viennent déguisés pour le voir, les gens s'amusent, les gens chantent, les gens l'ont vu 150 fois, et c'est pour ça que le film est inclassable, parce qu'il est assez étrange, mais en même temps, il a accroché des publics depuis plus de 40 ans. Il n'y a pas eu de remake, il n'y a pas Non. eu d'envie de remake, il n'y a pas eu de... Je crois qu'il y a eu une pseudo-suite. Alors en tout cas, je crois qu'on a payé Jim Sherman pour faire une suite, et je crois qu'il avait fait une pseudo-suite où on voyait les personnages, mais l'histoire n'avait aucun rapport, ça n'avait aucun succès. Je l'ai même pas vu, hein, donc je vais pas dire de bêtises. Mais non, c'est un coup, mais c'est quelque chose qui est extrêmement cool, qui était aussi en avance, parce que c'est très LGBT aussi. Hein, Ah oui, là on est dans le... chercher, hein. Tim Curry est habillé en porte-jartel pendant tout le film, hein, déjà. Donc, C'était la Gay Pride avant l'heure. c'est ça, et tout le monde plus ou moins peut coucher les uns avec les autres, pas de différence entre les sexes, pas de... Voilà, donc... Voilà. Et je voulais juste préciser qu'avec Susan Sarandon, on a Barry Bostwick, qui est un acteur qui est excellent dans la série Spin City, où il joue le maire un peu idiot. D'ailleurs, ces deux acteurs, donc Suzanne Sarandon et le nom... Barry Bostwick. Barry Bostwick. Eux, ils représentent un peu pas les conservateurs, mais un peu les gens coincés. Et autant dire qu'ils se font pas mal décoincer tout au long du film. Donc, voilà. Donc il y avait aussi une critique un petit peu des gens un peu puritains dans les années 70. Quoi. La vie est une fête, comme dirait un grand homme. Ouais, c'est ça. Et, et musicalement, parce que on parlait un peu de la musique, moi je trouve ça cool. Moi j'ai l'album en fait, donc j'aime bien écouter les chansons en dehors du film. Je trouve que les chansons sont très fun en fait. Les chansons sont bien, je trouve, pour la plupart, sont bien composées. Et moi, il y en a, je sais pas combien il y en a sur l'album, peut-être une dizaine, je sais pas. Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Moi, il y en a 4-5 que je trouve vraiment très très bien et que, effectivement, moi aussi, je réécouterai avec plaisir. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, c'est ça. En fait, vous regardez, musique cool, ça te donne envie de chanter, de danser. L'histoire est marrante. Tim Curry est absolument génial. Il aurait mérité un Oscar d'ailleurs. Je disais qu'il pouvait pas avoir, mais en fait, il en aurait mérité un. Et c'est un film qui... alors, faut s'ouvrir l'esprit. Hein. J'ai déjà essayé de le montrer à quelqu'un qui était très sérieux et qui a bloqué dès le début. Alors, on est là, comme je dis, hein, c'est pour s'amuser. Hein. Donc prenez pas le truc au premier degré et tout, parce que sinon vous allez vous prendre la tête en fait. Mais c'est à voir. Et moi, je l'ai jamais vu au ciné, mais je connaissais quelqu'un qui l'a vu au ciné. Il paraît qu'au ciné, c'est assez drôle de voir les gens déguisés, jeter du riz, de l'eau. Alors, il faut savoir que au début, il y a une scène de mariage où les gens jettent du riz, et c'est à ce moment-là où dans le cinéma, les gens jettent du riz. Et il y a un moment où ils sont sous la pluie, trempés, et c'est là où les gens jettent de l'eau. Et il faut savoir que vous avez le droit de venir avec du riz et de l'eau, et que c'est même conseillé. Donc c'est pas... Je vous dis pas de foutre le bordel dans les salles de ciné, parce que c'est un truc qui me saoule en général. C'est vraiment fait exprès. Mais c'est déjà le cas, hein. C'est déjà le bordel. Oui, bah oui, mais le problème, c'est qu'il y en a qui le font quand c'est pas autorisé. Donc non, c'est juste pour le Rocky. Pas plus. Alors, faudrait peut-être les envoyer là-bas, mais je suis pas sûr qu'ils apprécient le sujet du film. Ah, ça peut être drôle. Ça peut être drôle de les voir... voir l'arrivée de Tim Curry en porte-jartel hyper maquillé, je pense qu'ils vont faire une drôle de tête. Mais vraiment, c'est cultissime, et si vous avez un peu d'humour, que vous êtes un peu ouvert, et que
Vous aimez bien aussi la musique, les trucs qui chantent. Même, en même temps, comme on a dit, on n'est pas fan de comédie musicale à la base. Ni d'homme en Port Jartel. Oui, c'est vrai qu'à la base, on n'est pas spécialement fan de fan. On s'en fout après, mais voilà. Non, ça vaut vraiment le coup parce que c'est culte. Et quand un film existe depuis 40 ans et reste dans des salles de ciné régulièrement, je pense que c'est quand même intéressant d'aller jeter un œil, quoi. Dites-nous en commentaire si, en tant qu'homme, vous mettez des Port Jartel. Et en tant que femme, c'est ce que je pourrais dire. Qu'est-ce qu'il y a une femme qui fait quoi Il faut des Port Jartel aussi, mais... Oui, bah. Est-ce que vous habillez en soubrette? Parce qu'il y a une soubrette. Oui, c'est vrai qu'il y a une soubrette. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Est-ce que vous avez envie de le voir, de voir Tim Curry en Port Jartel? Juste un rappel auquel on n'aurait pas été précis, mais je préfère être sûr. On s'amuse, c'est cool et tout. Évitez de regarder avec les enfants, parce qu'il y a quand même un fond sur la sexualité. Hein. Oui. On est quand même même si c'est fait de façon fun, on est quand même sur de la sexualité. Donc, si vous voulez pas être mal à l'aise avec vos enfants, évitez de regarder avec vos enfants. Sauf si vous êtes Daniel Cohn-Bendit. Voilà, bien évidemment. Vous faites déjà trop de choses avec des enfants, déjà. C'est ça. C'était 3 films petit budget qu'on considère comme étant des ovnis, des films inclassables. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ces films. Vous pouvez également nous proposer des films que vous considérez comme étant des ovnis ou étant des films inclassables, alors que ce soit des nanars ou vraiment des films qui sortent du lot et qui ont une certaine qualité artistique, on va dire. Greg et moi, on a déjà fait une liste, mais avec plaisir, selon vos propositions, on les ajoutera dans notre liste pour les prochaines vidéos. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut Greg. Salut. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.